Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 2 juin 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour parler de l'actualité où nous avons The Block qui nous parlera des revenus des mineurs. On aura Avalanche qui a quand même une grosse croissance, il va falloir en discuter. On reviendra sur ce qui se passe au niveau de Phantom avec le FTM. Et on ira faire un tour sur la macro dans lequel on parlera justement des revenus de BTC. On se projettera moyen et court terme, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. On terminera par la macro parce que justement on a validé l'accord dans le Parlement américain sur la dette, et c'est très important parce que sur la macro vous allez voir qu'il y a une réaction très forte et on va essayer de comprendre pourquoi, et ça commence tout de suite. Et on commence par les revenus de Bitcoin. On parle de 916 millions de dollars en mai sur un seul et unique mois. C'est un des plus hauts qui n'a jamais été fait. On voit bien qu'on a des revenus qui sont vraiment très impressionnants. On se retrouve au niveau de mai 2022. Mai 2022, crash de Terra Luna, énormément de transactions. On était dans une fin de potentiel bull market, retour avec un crash de Terra Luna qui a cassé absolument tout. Et là, on se retrouve dans quelque chose fou, on est vraiment dans les mêmes niveaux, alors qu'on est vraiment en bear market, avec, sur l'ensemble du reste du réseau, quasiment rien, en termes de transactions, mais BTC arrive à augmenter ses revenus, principalement grâce à Ordinals. Je vous ai déjà fait des vidéos dessus, et oui, Ordinals et les BRC20 permettent d'avoir énormément de transactions et de payer énormément de frais au niveau de BTC. Le mois de mai a été assez extraordinaire. Je pense pas que le prochain mois, donc c'est-à-dire le mois de juin, va être aussi fort et aussi intense en termes de transactions au niveau de BTC. On voit bien ici le nombre de transactions, on est passé à 16,3 millions, d'accord, de transactions, alors que historiquement en mai 2022 on était à 8, hein. Donc on a doublé le nombre de transactions, donc forcément on a eu un très gros impact, et on note que c'est le cas alors que on a une augmentation constante de la difficulté de minage. On abordera tout ça dans la partie technique. Ensuite, au niveau de The Block, on nous parle d'Avalanche qui a justement atteint les 1 million d'utilisateurs en moyenne sur le mois. Donc c'est une milestone qui est vraiment très importante pour un réseau. Ça veut dire qu'il arrive à créer une communauté. C'est que c'est principalement lié à AvaCloud, donc qui est l'offre qui sont sorties il y a peu, qui est une offre permettant de construire un subnet sans savoir développer. Donc subnet, je vous rappelle que c'est un mini Avalanche qui est greffé sur Avalanche et qui est lui-même paramétrable, qui peut être privé comme public, ou semi-privé, semi-public, et dans lequel il y a un gros engouement. On le voit très très bien ici, cette grosse accélération, déjà dans les derniers mois. On voit que le mois d'avril, on avait eu une très grosse performance, et là, vraiment, sur le mois de mai, on a vraiment ce gain très fort, et on sait que les subnets sont essentiels pour l'adhésion de la technologie Avalanche. On le sait déjà depuis un certain temps, et maintenant, la facilité d'accès aux subnets permet d'avoir leur utilisation, à voir s'ils arrivent à confirmer dans les mois suivants. En parlant de blockchain qui arrive à confirmer, on va parler de Phantom qui a dû faire un thread entier pour expliquer pourquoi ils ne sont pas touchés par Multi. Je vous l'explique déjà depuis un certain temps, il n'y a aucune raison de dévaloriser Phantom actuellement à cause de ce qui est en train de passer sur Multichain. Multichain, je vous rappelle que c'est un bridge, et que ce bridge n'arrive plus à contacter son CEO, donc il y a un certain nombre de bouts de fonctionnalités du bridge qui ne marchent plus, ou en tout cas qui ont besoin d'être entretenus, mais les personnes n'ont pas les moyens de pouvoir l'entretenir parce qu'ils n'ont pas accès au serveur. Phantom explique que tout simplement, c'est juste un bridge parmi tant d'autres, qu'il n'y a aucun fonds qui sont bloqués là-dessus, qu'il n'y a rien, et que c'est encore une fois du FUD, donc faut prendre beaucoup de recul. Encore une fois, Phantom a lancé quelque chose de très fort il y a peu, c'est le partage de revenus au niveau des frais de transaction avec les protocoles de finance décentralisés, donc je pense que ça fait partie des actifs qui sont vraiment sous-valorisés actuellement. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo il y a peu, je vous la mets en haut à droite si ça vous intéresse de suivre. Au niveau de la macroéconomie, on a bien eu le retour des PMI manufacturés en mai, qui sont un tout petit peu en dessous, mais ça reste quand même, ça se tient. Voilà, ça se tient vraiment. On est dans quelque chose qui est dans une phase de consolidation au niveau des PMI, ce qui est positif par rapport à ce qui est en train de se passer sur l'ensemble des États-Unis, où on avait quand même une pression très forte sur ce début d'année, et on voit qu'on est en train d'arriver dans une zone d'accalmie, et aujourd'hui on va chercher le taux de chômage en mai, 14h30, 3,5, je pense qu'on va être dans les 3,5, donc on ne devrait pas avoir trop de volatilité. On ira voir de toute façon ça dans la partie
macro tout de suite après l'analyse du BTC qu'on commence maintenant. On va aller chercher tout de suite ici une vue en weekly sur le total index qui reprend l'ensemble des mouvements du BTC, et l'analyse que je veux vous faire aujourd'hui c'est basé sur cette petite courbe ici verte qui est le BTC Mining Cost. Donc il y a un indicateur que j'ai personnalisé moi-même pour refléter ici l'équivalent d'un ASIC récent, avec justement un coût qui serait dans les alentours de 5 centimes le kilowattheure. En moyenne, c'est plus dans les alentours de 3-4 pour les très bons deals, 3 pour les très bons deals, 4 pour les deals, on va dire, bons mais moyens plus. En moyenne, la totalité des mineurs ne sont pas déjà à 4, hein, sont déjà beaucoup plus hauts, et surtout, il faut prendre en considération qu'on a des coûts d'entretien, on a des coûts d'immobilisation, donc généralement, je valorise toujours en rajoutant 1 ici, donc c'est comme si on était sur du 4 centimes le kilowattheure, et que je rajoutais justement 1 dessus pour la valorisation et l'entretien des équipements, qui permet d'avoir ici le coût moyen du minage d'un BTC, moyen, hein, on prend bien en considération qu'on a un coût qui est bas, dans le sens où on aura ceux qui sont les derniers équipés avec les meilleurs équipements, qui ont fini de payer leurs immobilisations, qui derrière ont un deal électrique entre 2 et 3 centimes le kilowattheure. Je peux vous dire que ça court pas les rues non plus, hein. C'est pas la majorité, c'est plutôt même la minorité basse, et à côté on a la majorité haute, qui sont sur des deals généralement entre 4, 5, 6, 7 centimes le kilowattheure, ce qui est quand même assez conséquent, qu'on se dise bien, mais donc on est plus, ça représente très bien ici la moyenne de coût de création d'un BTC, on est dans les alentours de 15 000 $, et que justement, on voit bien qu'on a une augmentation depuis le début de l'année ici. Donc cette augmentation, elle est liée à quoi? Elle est liée à l'augmentation du hash rate. Tout simplement, les personnes, il y a de plus en plus de personnes qui investissent dans le minage de BTC, donc il y a de plus en plus de concurrence, donc derrière, il est de plus en plus dur de pouvoir miner du BTC, et donc forcément, son coût augmente, et on voit qu'on a une petite inflexion déjà à partir de cette zone-là. On pensait peut-être avoir quelque chose d'un peu plus bullish dessus, mais comme d'habitude on a des petites inflexions après une grosse accélération, et je pense qu'on aura encore une grosse accélération pour arriver à flirter les 18 000 $ sur un coût moyen. Je vous rappelle que le halving est dans un an, et que le halving entraîne la diminution par 2 de ces zones-là. Alors pour simplifier, on va retirer juste 3 pour vous donner un petit peu une idée dessus, et vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. On se retrouve avec ici un pricing en fait du halving qui est en train de se faire, qui est dans les alentours de 30 000 $ post-halving sur la moyenne des acteurs crypto. Ça ne veut pas dire que tous vont miner là-dessus. Par exemple, si on a des personnes qui arrivent à maintenir un deal très bas, on voit qu'ils seront quand même très très larges avec 23 000. Ceci étant dit, on va remettre sur le 6, on va remettre sur le 5. Ce qui est intéressant à noter, c'est que nous avons vraiment actuellement un cours, une difficulté qui augmente, malgré le fait qu'on ait eu un bear market qui soit très violent. On le voit bien ici, hein, cette augmentation tout le long du bear market, alors, à part peut-être, oui, cette zone-là dans laquelle on a une cassure très forte, donc un certain nombre de personnes qui ont dû débrancher leurs mineurs, leurs ASIC, pour pouvoir rester profitables, mais on a quand même une augmentation de la difficulté. Ça veut dire que, bon, on a toujours, ici, des personnes qui sont intéressées dans l'entreprise, dans l'industrie qui est derrière BTC, qui est l'industrie du minage, et il faut justement le prendre en considération. Pour moi, j'ai tendance à penser qu'on arrivera dans une zone très rapidement au-dessus de 18 000 au niveau du hash rate, et on pourrait aller retester cette zone-là. C'est un petit peu l'hypothèse qu'il y a eu depuis un certain temps, dans le sens où on a bien ici la cassure baissière, la réaccélération sur le dernier bear market, et ensuite on a fait une deuxième cassure dans laquelle on est allé retester la zone de profitabilité, et ensuite on est reparti à la hausse. Ici, réaccélération, temporisation, avec une augmentation de l'accélération lente et douce, et là on voit un petit peu ce qui est en train de se faire. Là on a une petite inflexion. Je pense que on ne sera pas dans ce scénario de retest, mais c'est intéressant de le noter, parce que ça vous donne pas mal d'informations, et on va aller voir court terme un petit peu ce qui est en train de se passer. Court terme, au niveau de l'order flow, on a eu ici un retest avec une cassure, et ensuite un deuxième retest qui est en train de se faire. Les deux éléments qui sont importants pour moi, c'est que on a une augmentation de l'open interest qui est en train de se faire. Là, depuis un certain temps, on voit qu'on est en train d'aller retester des niveaux de ce niveau-là, d'accord? Donc de fin mai 2023, donc 25 mai, qui était le plus bas avant l'accélération haussière que l'on a, et c'est pareil, on avait eu deux impulsions très fortes baissières, et ensuite quelque chose qui était beaucoup plus contrôlé, avec une augmentation ici des positions sur les totalités des comptes Binance, donc l'augmentation du nombre de comptes qui sont en long, donc qui sont à l'achat sur Binance, et on voyait ici une temporisation
on le voit très bien ici, une très belle temporisation, au niveau des positions des top traders, où justement, on avait un arrêt d'achat et une tendance baissière au niveau de ce positionnement. C'est un petit peu ce qu'on est en train de voir ici, on voit une augmentation de l'open interest, on voit un plateau qui est en train de se faire au niveau de la totalité des comptes, on voit ici un plateau, oui, au niveau de la position, mais qui est en train de chuter ici, alors qu'on est en train de passer sous une forme d'accélération. Donc on a une divergence qui est en train de se faire pour moi. Alors là, il y a deux possibilités. Soit on se retrouve sur des personnes qui sont en train de prendre des profits, soit on se trouve sur des personnes qui sont en train d'ouvrir des shorts pour une continuité baissière, pour du hedging. Donc on n'est pas encore totalement dans ce setup-là, mais on s'en rapproche grandement. Donc pour moi, ça pourrait être un des signaux qui pourrait se faire justement sur une accélération haussière court terme. En une heure, on voit assez bien ce qui est en train de se passer. On est bien allé retester premières zones. Donc on est allé chercher l'ordre bloc qui était juste au-dessus, on a fait une belle cassure baissière dans lequel on est allé retester encore une fois. Très intéressant le double retest qui a été fait, dans lequel on pourrait avoir la mise en place d'une accumulation, mais c'est relativement faible hein, pour une accumulation, il faudrait vraiment casser ici les 27 170 pour se dire que potentiellement on part vraiment très fort pour aller chercher ici la zone de retest qu'on a depuis un certain temps, qui serait les 27 500. Néanmoins, on n'est pas allé chercher le 786 à 26 421, donc pour moi, ce n'est peut-être pas terminé. On a toujours ici une mini structure baissière, hein. On rappelle qu'on est toujours dans une structure baissière, avec à chaque fois des highs qui sont de plus en plus bas, et pour moi, on aurait fait un low qui devrait être plus bas pour aller chercher 786 dans un premier temps, bien valider ce qu'on voit au niveau de l'order flow, et ensuite on serait peut-être dans un setup qui serait identique à celui-là, où on aurait une cassure, une structuration, et hop, rapide, hein, petite structuration, pas forcément très longue, et ensuite une accélération haussière sur la période de ce week-end et début de la semaine prochaine. Donc qui serait un petit peu l'idée que j'ai actuellement pour une continuité haussière, parce que pourquoi ? Parce que on est dans quelque chose où on manque d'impulsivité. C'est-à-dire que là, on a une première impulsion, deuxième impulsion, et on voit que c'est en train de se tasser, c'est exactement ce que je vous avais expliqué dans les quotidiennes précédentes, où on est dans quelque chose qui est en train de se tasser, et qui serait assez logique en fait, hein, parce qu'on serait ici dans une accumulation, avec un SC, donc arrêt de la tendance baissière, automatic rally, secondary test 2, dans lequel on a ici un break avec une cassure de la R, donc un signal haussier fort qui est en train de se faire. Ici on est dans une forme de retest, donc il y a deux possibilités, soit on valide l'accumulation avec un retest, ici 786, 886, ici, belle accumulation, et on repart, soit on enfonce et on va chercher le STB qui peut être juste une prise de liquidité avec une petite mèche, hein. On n'est pas obligé d'aller chercher le 25K2, même si le 25K2, on sait que, voilà, c'est très attendu, je l'attends énormément, mais ça n'empêche que je me mets en tête que, potentiellement, on peut ne pas aller le chercher, et c'est important de le garder en tête. Et ensuite, on part et on va chercher plus haut et on valide cette accumulation. Pourquoi ? Parce que, on n'oublie pas que, sur le long terme, ici, si on passe en daily, on a quelque chose où on est haussier. Quand on est haussier, on est dans un canal haussier classique, on est sur une forme de rupture de la R, on a ici le canal bas, on a le canal haut qui est en train de se faire, on est en train de ranger pour avancer tout doucement vers le bas du canal, qui est en train de se mettre en place pour ici soit 25 200, soit si ça met un petit peu de temps à se mettre en place, peut-être plus haut, 26 000, et donc ça serait justement ici un test, une prise de liquidité pour ensuite repartir à la hausse et aller retester une zone plus haute qui serait dans les 34 000 pour une continuité haussière, d'accord ? On n'est pas obligé d'aller casser très bas dans cette vision que l'on peut avoir dans un canal haussier. C'est sûr que si on retire la vue du canal et qu'on a une vision pure justement Wyckofienne, on se dit ok, ben on a SC, AR, STB, on a pris la liquidité, on a cassé, donc on va aller retester la R, voir un petit peu plus bas pour aller prendre la liquidité de la R, pour ensuite repartir à la hausse. C'est pour ça qu'il faut toujours analyser sur plusieurs versions, plusieurs visions, parce que tous ne traitent pas de la même façon, et donc il faut être capable de voir ce que tous les traders et tous les acteurs justement peuvent voir en termes d'analyse. Au niveau de la dominance du BTC, on est toujours dans une continuité baissière, même si on a ravalé un petit peu aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a un petit rattrapage au niveau des altcoins et d'Ethereum. La macro, le Nasdaq performe encore, hein. On avait un petit début ici de cassure baissière, mais on voit qu'on est en train de structurer quelque chose. Alors par contre, ces structures, quand on regarde un peu en 4 heures, on voit que ça ressemble quand même grandement, hein, à une belle distribution qui est en train de se faire avec un BC, un AR, un ST, ou un BC, AR, ST, SO, UT, ça me semble encore peut-être un peu précipité, on va attendre, hein, mais pour moi on serait plus dans un BC, AR, ST,
saut, avec une retest ici des 13 900 et potentiellement un UT-UTAD pour aller chercher les liquidités à 14 800 avant de faire une cassure baissière et un retracement. De toute façon, à un moment donné, on ne peut pas continuer à pousser comme ça, il va falloir retracer pour respirer, surtout sur des actifs classiques comme le Nasdaq où on est sur des patterns de respiration et à un moment donné, il va falloir respirer. C'est très rare d'avoir une impulsion haussière comme ça, très forte. On est content d'avoir fait le break of structure, mais il va falloir à un moment donné respirer, à moins qu'on aille chercher justement les 15 300 pour valider le break of structure géant et l'equal high qui se trouve ici. On a bien de liquidités qui se trouvent là, donc potentiellement aller les chercher. On terminera sur le DXY, dans lequel on a bien l'indice dollar qui est en train de chuter ici, une respiration très forte, donc un très beau rejet qui est en train de se faire, voir s'il est en train de se confirmer ou pas, principalement par rapport à la validation de la dette, de l'augmentation du plafond de la dette. Derrière, on a une cassure au niveau du DXY, ce qui est tout à fait normal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, ça me fait toujours très plaisir et ça aide énormément la chaîne. J'ai fait une vidéo d'ailleurs hier sur le BNB de Binance, dans lequel on a vraiment des patterns intéressantes. Si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment, je vous le mets en haut à droite, et on terminera par le petit mot non-sponsor, qui est mon exchange favori que j'utilise depuis plus d'1 an et demi, qui est Bybit, dans lequel vous retrouvez tout pour pouvoir faire du trading crypto, vous retrouvez justement du spot trading, vous retrouvez des dérivatifs, vous avez tout pour faire justement des bots de trading de DCA si vous voulez juste faire de l'investissement, vous avez absolument tout, c'est en commentaire en description. Moins 10% sur vos frais de transaction et un bonus pour votre premier dépôt jusqu'à 30 000 $. C'est en bas en description et en commentaire et je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.